Donc, je vais m'intéresser aujourd'hui au thème des rapports entre philosophie et culture populaire, qui est un thème qui manque ni d'intérêt ni de potentiel, selon moi, mais qui n'a pas toujours été exploité à sa pleine mesure. Surtout parce que les liens effectués entre ces deux corpus ont surtout emprunté une direction, jusqu'à maintenant, l'application systématique d'un corpus philosophique à une œuvre, voire à une franchise, de la culture populaire. Dans le monde anglo-saxon, et sans prétendre à l'exhaustivité, parce qu'il y en a énormément, on trouve plusieurs collections emblématiques. Les bien nommés Popular Culture and Philosophy d'Opencourt et Philosophy and Pop Culture de Blackwell, publiés depuis 2000 et 2007 respectivement, sont dotés de dizaines d'ouvrages chacune. Vous connaissez leur titre, il y en a quelques-uns ici. On a l'impression que tout va finir par y passer, que ce soit en philosophie ou dans la culture populaire, ce qui calme un peu l'enthousiasme des débuts. On est comme un peu blasé parfois devant l'inévitable. Au Québec, et bien qu'en visant moins directement les productions phares de la culture populaire contemporaine, les presses de l'Université Laval ont publié, plus timidement, à certains égards, une dizaine de livres dans leur collection « Quand la philosophie fait pop » depuis 2009. C'est un type d'analyse qui a déjà été très utile et qui continue de livrer des résultats intéressants par intermittence, comme n'importe quel usage stimulant d'une grille de lecture qui ne l'est pas moins. Pensons à l'analyse philosophico-politique par Slavoj Žižek du film Des livres de John Carpenter, qui a durablement marqué sa réception depuis, et avec raison. Il ne faudrait pas sous-estimer l'influence bénéfique de cette approche sur la suite des choses. On peut y voir un décloisonnement de la philosophie qui s'ouvre de plus en plus à des sujets qui ne faisaient pas du tout partie de ses domaines privilégiés. Et on peut y voir aussi la volonté de donner de nouvelles tribunes à la culture populaire, puisqu'on la rend encore plus disponible aux recherches universitaires. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Des deux côtés, par contre, on pressent quand même une sorte de commerce opportuniste, tributaire d'un double complexe d'infériorité. La culture populaire, a longtemps souffert de ne pas être prise au sérieux, et la philosophie de ne pas rejoindre un assez large public. Donc, on a l'impression parfois que la publication des ouvrages dont je parlais tantôt fait d'une pierre deux coups. Mais, en tout cas, moi, elle me laisse sur ma faim. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas tout à fait rassasié. C'est pas juste parce que le dîner s'en vient, mais parce que c'est une approche quand même qui a ses limites. En parallèle à ces applications systématiques de la philosophie sur la culture populaire, on note un regain d'intérêt pour la fiction, en général, chez certains philosophes contemporains. Ils prennent leur propre discipline pour objet, mais ils en proposent une relecture à travers le prisme de la fiction, de ses modes et de ses codes. Et leurs travaux sont intéressants, pour moi, précisément parce qu'ils résistent au modèle dominant des rapports entre philosophie et fiction. Ils ne font pas seulement qu'aligner les résumés d'expériences de pensée, qui sont la forme que prennent le plus souvent les fictions dans les textes philosophique. Donc, pour résumer, c'est des scénarios imaginés qui servent de tremplin, de prétexte à la réflexion rationnelle. On en trouve plein de compilations, dont celle-ci. Les philosophes dont je parle essaient plutôt de surprendre une fiction qui ne se présente pas toujours comme telle, ce qui nous met progressivement sur la piste des reprises scriptées dont je vais parler tout à l'heure. Il y a deux philosophes, à mon avis, qui représentent bien cette tendance. Il y en a d'autres aussi, mais il y a entre autres Bruno Clément et Pierre Cassou-Noguès. Juste dire quelques mots sur eux. Dans le récit de la méthode, publié en 2005, Clément montre que la fiction travaille la philosophie de l'intérieur, fût-ce à son insu. Clément part du principe que tout théoricien qui cherche à expliquer sa méthode le fait en racontant une histoire. Descartes, qui est visé quand même assez explicitement dans le titre et qui est abordé dans le livre, est un cas exemplaire, à la fois parce que la méthode est élevée au rang d'objet d'étude chez lui, et parce qu'il multiplie les narrations en forme d'anecdotes dans ses livres les plus connus. On retrouve des récits de rêve, des récits sur la folie, sur les esprits trompeurs, et j'en passe. Mais Clément ne se limite pas aux voies les plus directes du récit imaginaire et imaginé chez Descartes. Il essaie aussi de lire le texte et d'expliciter ce qui se donne à lire entre les lignes. Il faut aussi évoquer les travaux de Pierre Cassou-Noguès, surtout son livre « Mon zombie et moi », la philosophie comme fiction, qui est paru en 2010. Son point de départ rappelle celui de Clément, en débordant cependant du seul thème de la méthode. Je cite Cassou-Noguès, « L'analyse donnée par le philosophe est elle-même fondée sur des fictions, un texte qui décrit une certaine expérience et s'entend de la même façon qu'une description littéraire. »
Fin de la citation. Kasunagas ne s'en tient donc pas aux seules fictions qui se présentent comme telles, mais au texte philosophique lui-même, qui, même dans ses développements les plus argumentatifs, entraîne une expérience qui n'est pas complètement différente de celle qu'on ferait d'une fiction typique. Il estime que le sujet, qui est un thème incontournable dans la philosophie du XXe siècle, entre autres, ne peut être défini autrement que par des images et des fictions médiatrices. Et ça, c'est un point de vue qui n'est pas très original. C'est un lieu commun, comme je l'ai dit, dans la philosophie du XXe siècle, que de parler d'un sujet éclaté ou brisé, compris à partir de médiation. Chez Paul Ricoeur, entre autres, c'est présent. Il essaie de recoller les morceaux au fil de ses livres. La différence, par contre, de taille, c'est que Ricoeur, dans Temps et récit, qui amorce sa réflexion très riche sur l'idée d'une identité narrative, étudiait Proust, Woolf, Thomas Mann, entre autres. Kasunagas se tourne plutôt vers Philip K. Dick, Edgar Allan Poe, les machines à voyager dans le temps, les personnages invisibles et les zombies. Je me demande ce que Ricoeur aurait pensé de tout ça. Mais les objets varient beaucoup, même si la base, il y a des éléments en commun. Mais Kasunagas ne fait pas que renouer avec les fictions disséminées dans les textes philosophiques ou établir des parallèles entre ces textes et des fictions littéraires. Il en invente de nouvelles aussi dans son livre, composant ainsi une mosaïque de fictions dont les pièces ne sont pas facilement détachables. Et la description qu'il fait de son livre montre que le rapport entre philosophie et fiction est envisagé suivant toutes ces directions. Je le cite, « Un parcours par la fiction d'un pan de la philosophie, aussi bien qu'un voyage philosophique à travers la science-fiction. » Donc, on n'est pas seulement dans une direction, et on s'éloigne un peu des ouvrages que j'évoquais en introduction. J'aimerais prendre le relais de Kasunagas en proposant un autre type de rapport entre la philosophie et la culture populaire, que je vais isoler maintenant et pas seulement parler de fiction. Il nous amène à repérer ce qu'on pourrait appeler des reprises scriptées de motifs de la culture populaire dans les textes philosophiques. Des échos et allusions bien visibles pour les gens qui fréquentent à la fois l'histoire de la philosophie et la culture populaire, mais qui ont toutes les chances d'échapper à ceux et celles qui ne s'intéressent qu'à un des deux corpus, notamment parce que les reprises en question se présentent rarement comme des reprises assumées. C'est entre autres pour ça que je parle d'un cryptage là-dedans. Les années 80, on va rester dans le thème, sont particulièrement fertiles à cet égard. C'est peut-être pas un hasard. Et le philosophe britannique Derek Parfit est sans doute l'auteur le plus célèbre du lot, et le plus utile pour moi. Son livre « Reasons and Persons », publié en 1984, est une manne d'expériences de pensée sur le thème de l'identité personnelle. Certains des scénarios qu'il imagine tissent des liens étroits avec la culture populaire. Il semble parfois s'en inspirer, mais il n'identifie jamais explicitement ses sources, s'il en a, et je pense personnellement qu'il ne peut pas ne pas en avoir. C'est pour ça que c'est pas un procès que je lui intente. Je vais revenir tantôt d'ailleurs sur le point de vue que j'ai là-dessus. Prenons les cas de télétransportation, notamment, qui sont assez fréquents dans ce livre-là. Donc, en gros, on a l'illustration quand même qui décrit comment ça fonctionne. Un homme se fait télétransporter sur Mars, son corps d'origine étant soit copié, soit détruit puis reconstruit, selon la version qu'on retient. C'est des récits qui fondent une espèce de philosophie de série B, d'une certaine façon, en rappelant une technologie analogue dans des franchises de science-fiction bien connues. Quand il conçoit un cerveau divisé, dont les deux parties sont ensuite transplantées dans deux corps, Parfit renoue, encore une fois sans le reconnaître explicitement, avec un personnage des bandes dessinées de Marvel introduit en 1975, donc ça prédate quand même Parfit un peu, nommé James Madrox, et surnommé Multiple Man parce qu'il peut se multiplier puis réabsorber un double de lui-même, emmagasinant ainsi les souvenirs et les expériences de ce double, et l'expérience de pensée de Parfit fonctionne un peu sur la même base. Dans ses réflexions, comme ailleurs, Parfit reprend des schémas récurrents dans la série B tout en anticipant des enjeux soulevés par des projets scientifiques ultérieurs, dont celui d'une greffe de tête humaine, développé par le neurochirurgien Sergio Canavero. Il y a beaucoup d'observateurs qui se sont servis des scénarios fictifs de Parfit, développés dans les années 80-90 surtout, pour tenter d'anticiper l'expérience de la première personne greffée. Rappelons que le projet de Canavero est bien réel, certes, mais qu'il est lui-même constamment alimenté par la culture populaire, dans les formes et les termes qu'on utilise pour en parler, entre autres, y compris par les participants eux-mêmes, qui se comprennent presque comme des successeurs de Frankenstein par moment.
Donc, Parfit se situe un peu sur le même plan, c'est-à-dire qu'il est partie liée avec un discours technique, mais aussi avec des fictions qu'on connaît bien. De Parfit, passons au philosophe analytique américain Donald Davidson, qui nous offre une reprise scriptée particulièrement frappante. Et c'est elle vraiment qui a lancé la préparation de ma communication. C'est une expérience de pensée qui est parue dans l'article intitulé « Knowing One's Own Mind », donc « Connaître son propre esprit », de 1987. Ça va justifier aussi mon choix vestimentaire, le développement qui s'en vient. C'est l'expérience du pensée du Swamp Man, ou homme des marécages. Donc, je vais vous en offrir un petit résumé. Alors, imaginons que Davidson, puisque Davidson se met lui-même en scène, on est encore en pleine réflexivité ici, Davidson part en randonnée dans un marécage, puis il est frappé et tué par un éclair. Au même moment, un autre éclair réarrange spontanément des molécules qui prennent la même forme que le corps de Davidson avant son triste sort, et cet homme des marécages a le même cerveau que Davidson. Il a les mêmes souvenirs. Il se comporte comme son prédécesseur l'aurait fait. Et il va revenir, quitter le marécage, revenir à Berkeley, en Californie, et poursuivre finalement la vie qu'aurait eue celle du Davidson humain, si tout s'était bien déroulé, tout en agissant très normalement avec sa famille et ses amis, qui ne verront pas la différence. Comme bien d'autres expériences de pensée, celle du Swampman traite de l'identité personnelle. C'est le sujet principal. Il y a l'éthique aussi, qui est très souvent sollicitée dans ces histoires-là. Le scénario paraît poser l'identité foncière de Davidson et du Swampman, mais l'auteur en est moins sûr. La nature des souvenirs du nouveau personnage est différente, manifestement. Le Swampman ne peut reconnaître les proches de Davidson parce qu'il ne les a jamais vus auparavant. Comment reconnaître ce qu'on ne connaît pas déjà? Contrairement à Davidson, le Swampman n'a donc aucune histoire causale. Il va en avoir une seulement lorsqu'il commencera à interagir avec les objets et les personnes, à utiliser le langage et construire du sens. Mais je laisse de côté, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur la nature du Swampman. Cette expérience de pensée est sans doute familière pour les amateurs de culture populaire dans la mesure où le Swampman de Davidson est proche d'un personnage de bande dessinée, au nom apparenté, qui s'appelle Swamp Thing. Donc, je vais vous en parler un petit peu pour voir les rapports qu'il y a entre ces deux histoires. Il y a deux versions successives de Swamp Thing qui ont été introduites dans les bandes dessinées de DC Comics en 71 et 72 par l'auteur Len Wein et le dessinateur Bernie Wrightson, qui sont morts tous les deux en 2017. Le personnage est alors le résultat d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Un savant nommé Alex Olson dans la version de 71, Alec Holland dans la version de 72, travaille sur une formule biorestaurative, mais après un incendie dans son laboratoire, provoqué par des agents qui souhaitent obtenir la formule, il court jusqu'à un marécage, se jette à l'eau et revient sous la forme d'un monstre aux allures de plantes humanoïdes. On voit ici la première partie de son martyre transformateur. Pendant une douzaine d'années, donc de 72 à 84 à peu près, le personnage a donc été décrit et écrit comme un monstre qui espère devenir l'humain qu'il a déjà été, et qui est devenu un monstre à cause d'une science qui a mal tourné, qui est un schéma assez classique. Or, l'auteur Alan Moore a modifié cette origine dès son arrivée sur le titre en 1984. Swamp Thing n'est pas Alec Holland, selon cette version, mais une entité recréée à partir de lui. C'est donc une plante qui croyait être Alec Holland et qui, dotée de tous les souvenirs du scientifique, s'efforçait d'agir comme lui. Moore se servira justement de cette séparation ontologique pour mieux distinguer la créature de l'humain et lui donner un rôle plus étendu. La créature va devenir la dernière participante d'une lignée de représentants du règne végétal, le green ou vert, dont la genèse est plus ancienne même que celle de l'humanité. C'est une sorte de vision mystico-politique qui implique entre autres un parlement des arbres dont on voit la première apparition sur la diapositive. L'approche de Moore a profondément marqué le personnage, et les auteurs qui se sont succédés sur les divers volumes de la série ont souvent eu à choisir entre les deux versions, celle de Wein plus proche des creature features cinématographiques des années 50, et celle de Moore aux résonances philosophiques plus explicites, bien qu'il y en ait aussi dans la première version. Moore a écrit Swamp Thing de 84 à 87, soit jusqu'à la parution de l'article de Donald Davidson dans lequel on trouve l'expérience de pensée du Swamp Man. Il faut ajouter aussi qu'il y a une adaptation cinématographique de Wes Craven en 1982. Donc, c'était l'époque peut-être où le personnage a eu le plus de résonance médiatique. Davidson ne reconnaît pourtant pas explicitement sa dette, si elle existe. Le Swamp Man emprunte des caractéristiques aux deux principales versions de Swamp Thing,
Comme dans la version de Wayne et Wrightson, la créature post-accident partage la mémoire et l'expérience de son état antérieur, mais comme dans la version de Moore, elle est un deuxième personnage, et non la simple transformation du premier. Les parallèles entre le Swamp Man de Davidson et Swamp Thing sont clairs. Des blogs consacrés à l'étude de la culture populaire l'ont d'ailleurs bien vu, et assez rapidement. En revanche, et c'est ce qui me préoccupe ici, il aura fallu attendre 30 ans avant que la philosophie professionnelle se prononce là-dessus. Jusque-là, les philosophes s'étaient contentés d'allusions très générales, sans entrer dans le jeu des influences. William Seeger, par exemple, a écrit que Davidson a introduit le Swamp Man sous son nom propre dans cette histoire de série B, B-Movie Tale. C'est tout ce qu'on tentait de dire. À ce titre, un article de Chris Cavalier et Nathaniel Goldberg publié en 2017 fait date. Il procède à l'examen croisé des deux figures du Swamp Man et du Swamp Thing, et les auteurs admettent que s'il est impossible, au sens strict, de déterminer l'influence précise exercée par le second sur le premier, les rapports avec la culture populaire ne peuvent être niés. Je l'ai traduit. Le nom Swamp Man rappelle le monde des super-héros. Davidson puise dans un sous-genre de bande dessinée dont les codes incluent des corps réanimés empruntant les caractéristiques physiques des ondes marécageuses. Fin de la citation. Donc, puise dans un sous-genre, il y a déjà une espèce de notion d'emprunt, même s'il n'est pas reconnu comme tel par le philosophe. Si on s'éloigne un peu des rapports entre le Swamp Man et Swamp Thing, je vais revenir tout de suite après, on peut aussi lire l'expérience de pensée de Davidson comme la reprise créative d'un type de récit qui entretient lui-même un commerce particulier avec la culture populaire, ceux qui mettent en vedette ce qu'on a appelé le zombie philosophique. Donc, ainsi compris, le zombie n'est pas tout à fait le mort-vivant auquel on est habitué, de la culture haïtienne jusqu'à la série B, mais un simili-humain. Donc, un être qui semble humain par son physique, mais qui n'a pas d'émotion, de sentiment, de conscience propre. On est proche, finalement, du Swamp Man de Davidson, qui, bien qu'il montre les apparences de réactions et d'émotions typiquement humaines, reste une sorte de coquille vide, du moins au moment de son apparition. Et il y en a qui ont interprété, justement, cette expérience de pensée-là comme une variation sur le thème du zombie. Donc, atteignant la fin de ce premier parcours, j'aimerais revenir sur les silences, à la fois celui des philosophes dont les expériences de pensée sont liées à la culture populaire, et celui des commentateurs de ces textes, et je pense surtout aux philosophes professionnels. Celui de Davidson, tout d'abord. Certes, il ne connaissait peut-être rien de Swamp Thing. S'il le connaissait, son silence est quand même parlant. Excusez-moi pour l'oxymore ici. Parce que si Davidson avait développé une expérience de pensée inspirée par un roman classique et cautionnée par le monde universitaire, on peut se demander s'il aurait conservé le même silence. Je suis loin d'en être sûr et je suis tenté d'y pressentir une sorte de vision réservée de la culture populaire, considérée comme un matériau fertile, comme on le voit ici, mais un peu honteux, dont il vaut mieux ne pas parler clairement. Puis là, je ne veux pas non plus tout faire reposer sur une analyse des intentions, parce que ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut, mais c'est quand même un des aspects qu'on peut interroger. Et je suis loin d'avoir épuisé des cas semblables dans l'histoire de la philosophie. On peut penser, par exemple, encore dans les années 80, à l'expérience de pensée du cerveau dans une cuve d'Hilary Putnam. Donc, on se demande est-ce qu'on est vraiment qui on est ou un cerveau auquel on lance des influx électromagnétiques. C'est une expérience de pensée qui prend le relais à la fois de l'expérience de pensée très classique, celle du malin génie de Descartes, qui peut me tromper surtout, et de motifs associés à la culture populaire. On sait que le cerveau, c'est un objet culturel en soi dans la série B. Il me semble utile d'identifier d'autres cas dans des enquêtes futures, non pas pour multiplier les blâmes et traquer les dettes non avouées à la manière de philosophes justiciers, mais parce que ces parallèles me paraissent offrir un éclairage intéressant et plutôt inattendu, à la fois sur le corpus philosophique concerné et sur la culture populaire sollicitée, entre autres parce que l'influence n'a pas été reconnue comme telle pour être opérante. La reprise cryptée participe à certains égards à ce que le romancier et essayiste Jonathan Lethem a appelé l'ecstasy of influence, une économie culturelle du don fondée sur la libre circulation des motifs et des formes. Ainsi comprise, la reprise implicite de Davidson ajoute une sorte de plus-value au personnage de Swamp Thing, mais aussi à sa propre expérience de pensée. On ne serait pas loin d'une espèce de sampling philosophique, finalement. Il y a aussi la question, bien sûr, de ce qui se joue dans le passage d'une sphère à une autre, parce que là, on passe vraiment, dans mon cas, de la culture populaire à la philosophie, alors que c'est le contraire qui est souvent abordé.
Si la philosophie et, par exemple, la littérature s'expriment toutes les deux par les mots, ce sont deux langages, deux mondes qui ont des cadres différents, on pourrait y voir un type assez singulier de déplacement transmédiatique qui implique sa part de décalage dans le temps, dans les disciplines notamment. Déplacement et décalage qui m'apparaissent personnellement plus proches de la reprise transformante que de la pure répétition. Parce que même si les récits étaient les mêmes, peut-être dans ces deux cadres-là, ça les rend déjà différents. Donc, à cause du regard qu'on porte sur elle, on ne lit pas nécessairement le texte de Davidson comme on va lire Moore et Wynne et les autres. De telles enquêtes nous amèneraient donc vers des cas orientés par une dialectique entre l'affirmation de codes, de situations, de personnages qui rappellent ceux de la culture populaire et la dissimulation des sources ou à tout le moins d'œuvres apparentées. Et pour bien les identifier, il faut cependant se vouer une tâche qui semble au-dessus des forces de bien des philosophes professionnels, mais faite sur mesure pour les philosophes animés par l'esprit de Popenstock, c'est-à-dire fréquenter à la fois les textes de la philosophie classique et la culture populaire. Merci.